Et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la colère gronde à la Poste. Le groupe traverse des difficultés financières selon les postiers. Les travailleurs dénoncent l'indifférence de l'État du Sénégal. Ils promettent d'intensifier les plans d'action. L'Assemblée générale de ce matin a été dispersée par la police. Les postiers sont furieux. Vent de révolte à l'hôpital régional de Ziguinchor. Les travailleurs réclament le paiement de 2 mois d'arriérés d'indemnité. Les syndicalistes ont pris d'assaut les locaux de l'administration durant plusieurs heures. Le directeur de l'hôpital a été bloqué dans son bureau. Campagne de commercialisation de l'arachide, le prix dit consensuel déclenche la colère d'une nouvelle plateforme d'associations paysannes. Ces producteurs disent non au prix de 285 francs le kilo proposé par le directeur général de la Sonacos. Nouvelle loi d'habilitation du président Macky Sall, l'opposition est vent debout. Le président Sall cherche à museler définitivement tout mouvement contestataire, selon Guy Marius Sagna et Moustapha Diakhaté. Et puis place à la rétro-société ce mardi. Retour sur une année jalonnée par des faits de société retentissants. 2020, une calamité sociétale. Rendez-vous en fin d'édition. La Poste, société nationale la plus mal lotie, c'est le sentiment des travailleurs. Selon les postiers, l'État a tout bonnement abandonné le groupe La Poste qui traverse de sérieuses difficultés financières. L'Assemblée générale du cadre unitaire ce matin a été émaillée d'incidents. La police a fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les postiers en colère. Ibou Diouf, Diafaraba. Il y avait du désordre, des jets de pierre, du gaz lacrymogène. Devant la Poste, l'atmosphère était tendue. L'Assemblée générale des travailleurs de cette société nationale n'a pas été au repos. Une assemblée générale, une simple assemblée générale, pour dire ce qui se passe ici à la Poste, où plus de 4600 emplois sont menacés. Ailleurs, des centaines et des centaines de milliers de travailleurs sont menacés. Pour dire cela, on nous agresse dans nos droits. Faire usage de la liberté d'expression et syndicale pour exposer les difficultés que traverse la Poste, mais c'est sans compter avec le veto de la police. En termes de rémunération du service public, ce montant dérisoire qu'ils nous ont payé depuis 25 ans, ils ont accepté en 2013 de le porter à 6 744 millions, étant entendu que les calculs faits par notre système de comptabilité analytique font état de 11 500 millions par an. Mais au lieu de payer cela, l'État a des arriérés d'environ 20 milliards à titre de rémunération du service public. La Poste, déjà affectée par la révolution technique, doit faire face à d'autres difficultés. L'État a compris que la Poste doit être accompagnée, mais ici, on veut mettre à mort cette entreprise-là. Les 4300 pères et mères de famille que nous sommes n'accepteront pas que cette forfaiture-là passe. C'est la raison pour laquelle je dis ici que les organisations syndicales, membres de la coalition, prennent à partir d'aujourd'hui en charge les préoccupations des travailleurs, le désarroi des travailleurs à l'image de ce qui s'est passé à la Poste. L'Assemblée générale des travailleurs de la Poste a reçu des invités surprises. Le syndicat des agents compte porter l'affaire auprès des juridictions pour dénoncer cette manière de faire. Merci. Poussée de colère également à l'hôpital régional de Ziguinchor. Là-bas, les travailleurs ont assiégé les locaux de l'administration et durant plusieurs heures, le directeur de l'hôpital a été bloqué dans son bureau par les manifestants qui réclament le paiement de 2 mois d'arriérés d'indemnité. On voit tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. De l'hôpital régional de Ziguinchor portant leur blouse, leurs masques mais aussi arborant des brassards rouges, occupent la devanture des locaux de l'administration de leur établissement, la véranda et se mettent même devant la porte du directeur.
Il parle de séquestration du responsable des lieux. On a séquestré le directeur tout bonnement parce que le directeur s'apprêtait à aller fêter tout bonnement en famille et laisser d'honnêtes pères et mères de famille sans dessus-dessous par rapport au fait qui arrive. Le directeur Dr Martial Kolibop n'est pas de leur avis. Il est même sorti de son bureau pour régler un problème et d'y revenir. Moi-même, je considère que je ne suis pas séquestré. Parce que si je veux sortir, je vais sortir. Je suis là, je représente une institution. Et une institution, c'est agir selon les règles de l'institution. Cette action de l'intersyndicale du centre hospitalier régional de Ziguinchor intervient après un mouvement d'humeur ayant débuté le 9 décembre. Les travailleurs réclament ceci. Parce que nul n'est censé ignorer que l'administration de l'hôpital régional de Ziguinchor nous doit 2 mois de motivation. Au moins, nous ne demandons que ça. Donc, hier, il a eu à rencontrer l'intersyndicale par rapport à la plateforme revendicative que nous lui avons adressée. Mais apparemment, nous n'avons pas trouvé de satisfaction par rapport à l'issue des discussions parce que nous n'avons aucune assurance sur tous les points que nous avons couchés sur la plateforme revendicative. La réponse du directeur de ce centre hospitalier. On a tenu une réunion de 12h30 à 15h. Et nous avons retenu pour faire une autre réunion par rapport à leur plateforme revendicative pour le 6 prochain. En ce qui concerne les indemnités, je crois que j'ai eu à le leur dire, quand il n'y a pas de production de recettes, il va y avoir d'indemnités. Et nous savons tous que la situation actuelle, en rapport avec la pandémie, nous avons connu une diminution des recettes. Pas de médiateur pour permettre aux 2 parties de trouver un terrain d'entente. À noter que le conseil d'administration de cet hôpital régional est présidé par le président du conseil départemental de Ziguinchor. Merci Boubacar. Et sur le front du coronavirus, retenez que 66 contaminations ont été rapportées, 66 dont 44 cas communautaires. À noter que 28 personnes développent la forme grave de la maladie. Un décès a été enregistré ce lundi. La létalité inquiète justement à Fatick. Là-bas, le district sanitaire a enregistré durant la semaine du 14 au 20 décembre 10 infections et 5 malades ont succombé à la Covid-19. Les autorités locales sont sur le qui-vive. La dynamique de la deuxième vague est préoccupante également à Dara. Le district sanitaire compte plus de 20 cas maintenant. Les autorités enchaînent les opérations de désinfection des lieux publics. Mohamedou Moustapha Ndiaye et Omar Ka. Le coronavirus a atteint des proportions inquiétantes. En effet, aujourd'hui, la commune de Dara a enregistré 8 nouveaux cas, ce qui porte le nombre de cas à 23. Il faut retenir que le district sanitaire de Dara est devenu depuis un certain temps un district hotspot. Hotspot, d'autant plus qu'en moins de presque 2 semaines, le district a déjà eu 23 cas positifs de coronavirus, et qui est une situation vraiment inquiétante. Le district a enregistré 23 cas de Covid et presque plus de 50% sont des cas communautaires. Au moment où je vous parle, le district a enregistré 8 cas positifs en 24 heures. Le premier adjoint au maire de Dara, qui a participé à une opération de désinfection des lieux publics, a annoncé la mise en place d'un service minimum à la mairie qui a été fermé suite à la contamination de 3 agents municipaux. Nous avons un service d'hygiène pour désinfecter tous les lieux publics de la commune. Même maire bi nga xamni tay fofu lañuy xey yalla dogal ñu am fa ñetti cas yo xamni ci suñu agent yi la jóge waaw yaakaar naa ci semaine bii di ñëw bu soobee yàlla ak yonent bi dinañ def service minimum su ko defee même bu doon 2 agents wala 3 dinañ leen mettre en place pour que ñu mën a régler les cas d'urgence. Blouse blanche et chauffeurs conjuguent leurs efforts pour bouter le virus hors du Jolof. Le district n'a jamais enregistré depuis le début de la pandémie. Et ça aussi, ça mérite une question, ça mérite aussi une réflexion, ça mérite aussi de renforcer la sensibilisation au niveau de la communauté. Et j'appelle à la responsabilité individuelle, mais aussi collective de la population de Dara, les jeunes, les relais, les badjanogos, les personnes influentes. Donc, pour qu'on soit unis, pour qu'on se mette debout et pour faire face à cette pandémie qui est en train de quand même gagner du terrain au niveau du district de Dara.
Merci Mohamed. Le coronavirus tue, la stigmatisation des contaminés aussi détériore des vies entières. Vous vous souvenez sans doute de Makonomba, ce village situé à 37 km de Sédhiou avait dénombré jusqu'à 107 cas en avril dernier. Les malades avaient plus souffert de la stigmatisation que des symptômes de la maladie. Aujourd'hui guéris, certains parmi eux dont le cas 0 n'ont toujours pas retrouvé une vie normale. Covid-19, un désastre social. C'est un reportage de Bakary Conté et Kali Diamé. En avril 2020, la région de Sédhiou enregistre son premier cas de coronavirus, le cas 0 de Mankonomba. J'avais laissé mon téléphone à la charge, donc j'ai regardé, j'ai vu plusieurs appels, dont celui du sous-préfet de Gendé, du commandant de brigade de Sédhiou, mais aussi du médecin-chef de district, en l'occurrence Dr Dramé. Donc après, on a échangé. Et il m'a fait part vraiment de la situation qui a eu lieu dans mon village. Ça a été surprenant. En 2 semaines seulement, les cas positifs se sont multipliés. Au total, 107 cas. Mandi Sagna, ex-malade du Covid. Malheureusement, j'ai eu à contacter. Par ces contacts-là, j'ai eu à attraper le virus. Après, on m'a transféré à Sédhiou, au niveau de la paroisse. J'ai 3 enfants qui sont positifs. Wow. C'est difficile, c'est très difficile. Les populations de Mankonomba étaient rejetées par les autres villages. Même pour traverser leur localité, ils ont érigé des barrages par-ci, par-là. Les gens qui venaient nous vendre du poisson, de la glace et tout ce qu'il faut pour vivre, surtout c'était pendant la période de carême. Quand tous ces gens-là vous disent on ne vient pas chez vous parce qu'il y a une pandémie, mais ça pose problème. Des familles sont complètement divisées dans ce village. Même le porteur de cette maladie, sa famille vraiment contestait vraiment cette maladie. Et cela a fait qu'ils pensaient que c'est peut-être que d'autres familles ou d'autres personnes qui ont indiqué peut-être aux autorités que tel était dans ce cas. Donc ça a créé vraiment beaucoup de boucans entre nous. Les 4000 habitants de Mankonomba attendent avec impatience l'aide des autorités pour faire face à la stigmatisation. Merci Bakary. Venons-en à la campagne de commercialisation arachidière. Le prix dit consensuel n'a pas l'assentiment des associations paysannes. 285 francs, c'est le prix annoncé par le directeur général de la Sonacos. Réunis à Keur Madiabel, les membres de la nouvelle plateforme des associations paysannes annoncent qu'ils ne vendront pas leur production à moins de 300 francs le kilogramme. Ibrahim Djamé et Faligaï. La rencontre paysanne de Keur Madiabel a eu lieu au lendemain donc de la déclaration du directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, indiquant le prix consensuel de 285 francs CFA auquel doit être désormais acheté le kilogramme d'arachide. La plateforme des paysans nouvellement mise en place s'est réunie pour apporter sa riposte. Il n'appartient pas à Modou Diagne Fada de déterminer la loi du marché ni de fixer le prix du kilogramme d'arachide, fulmine-t-il. Ce que Modou Diagne Fada a dit, nous producteurs, nous sommes vraiment déçus aujourd'hui. Parce que quand il annonce un prix de 285, alors que Modou Diagne Fada n'a pas le droit de fixer le prix aux producteurs. Ce qu'il a fixé, c'est le prix Caro-Usine. Le prix Caro-Usine consiste, quand l'opérateur vient chez le producteur, quand il reçoit les graines, ces graines sont achetées à 250. Avec la marge, le transport et la manutention, arrivé à l'usine, Modou Diagne Fada va payer un prix forfaitaire de 85 francs, ce qui fera 285 francs. Très en colère, les membres de cette nouvelle plateforme recommandent aux paysans de rejeter ce prix et demandent au gouvernement de faire une bonne lecture entre le monde paysan et la Sonacos. Parce qu'il a dit qu'il a vu les producteurs, il a parlé avec les producteurs. Quels producteurs? C'est archi faux. Nous, producteurs, nous sommes là et nous ne serons jamais avec Modou Diagne Fada. Ces organisations paysannes invitent par la même occasion le président Macky Sall à revoir ses nominations à la tête de cette société afin d'éviter la politisation de sa gestion. Quand il nous amène un politicien pour le mettre à la tête de la Sonacos ne va pas marcher. La preuve est là. Au moins 8 associations et représentants de structures paysannes s'étaient réunis à Keur Madiabel dans les centres de décortiquage où ils ont trouvé un nombre important d'ouvriers
février, c'était le démarrage d'une tournée de dénonciation. Oui, vraiment, restons avec la guerre de l'arachide. Ce prix de 285 francs rejeté par les paysans est pourtant une aubaine pour les producteurs. Ce prix incitatif favoriserait les spéculations selon l'économiste le docteur Tchernochoun interrogé par Pape Farning. Prix jusqu'ici qui n'a jamais été connu pour le producteur, parce que pour toutes les campagnes qui ont précédé dans le secteur de l'arachide, les prix étaient en deçà. D'abord, c'est incitatif pour les producteurs qui vient aujourd'hui un peu, même si c'est à des degrés moindres, concurrencer un peu le prix fixé par les Chinois qui est de l'ordre de 300. Et on doit rappeler que l'État du Sénégal avait fixé les prix à hauteur de 250. Maintenant, si aujourd'hui les huiliers, et notamment la Sonacos, par son directeur général Modou Diagne Fada, affiche ou informe sur un prix de 285 francs, je crois que c'est bon pour le producteur, mais notamment aussi, ça va un peu gréver un peu aussi les coûts de production, n'est-ce pas, de lui. Sûrement, il faut s'attendre à peut-être éventuellement une augmentation aussi du prix de l'huile. Puisque le coût d'achat de l'input qui est l'arachide a été revu à la hausse, naturellement, la production, l'output qui sera l'huile que va mettre sur le marché la Sonacos va impérativement aussi connaître une augmentation. Mais néanmoins... L'autre grand titre de cette édition, l'opposition est vent debout contre le vote de la nouvelle loi d'habilitation. L'objectif du président Macky Sall n'est rien d'autre que de museler tout mouvement contestataire selon Guy Marius Sagna et Moustapha Diakhaté face à la presse. Mamadou Fall et Amadou Ba. La nouvelle loi d'habilitation qui permettra au chef de l'État de légiférer par ordonnance, révélée par la presse nationale, mais l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar dans tous ses États, Moustapha Diakhaté, estime que cela est antidémocratique. On connaît des pays autres que le Sénégal, on rencontre le même problème, malgré tout les institutions continuent à fonctionner. D'autant plus que le président dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, il ne rencontrera aucune difficulté à faire passer ces lois. Pour moi, vraiment, donner au président de la République une loi qui l'habilite à se substituer de l'Assemblée nationale pour agir, de mon point de vue, c'est antidémocratique et c'est un recul qui, de mon point de vue, doit être combattu. Pour lui, cela ne peut en aucun cas freiner la contestation populaire. Une perte de temps. Tant qu'il y aura des colères, il y aura des manifestations de colère. Soit que l'intelligence, l'ingéniosité pour un pouvoir, c'est de trouver des réponses aux problèmes des Sénégalais et non à réprimer ceux qui luttent. Une contestation populaire que nul ne peut arrêter selon Guy Marius Sagna, l'activiste de déclarer que rien ne peut les intimider. Nous pensons que cette loi d'habilitation n'a qu'un seul objet, de museler les contestataires, de museler les résistants à la politique antinationale de la patrie de Macky Sall. Je crois que c'est peine perdue. C'est peine perdue de vouloir nous museler parce qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais est fatigué. Nous allons nous préparer en conséquence et nous invitons tous les citoyens sénégalais à se dresser contre l'inacceptable. D'après la presse sénégalaise, les députés ont été saisis pour modifier ou retoucher le texte en ses articles 24 et 25, lesquels vont permettre au président Macky Sall d'instaurer un couvre-feu quand ça lui chantera. Et sur le plan juridique, le vote annoncé de cette nouvelle loi d'habilitation divise les sachants. Nos équipes ont recueilli l'avis de Maître Pape Tine et Maître Abdoulaye Tine. Ils ne partagent pas la même lecture des articles 69 et 77 de la Constitution. Pape Farning et Pape Sangoni Mbaye. Loi inopportune et illégale pour Maître Abdoulaye Tine, modifier l'article 69 de la Constitution est une véritable régression démocratique. Il va falloir une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire modifier déjà cette disposition de l'article 69. Ça poserait un véritable problème, un problème de démocratie, parce que l'âme de la démocratie, c'est le contrôle. Pourquoi on a voulu limiter à cette période de 12 jours? Parce que c'est une mesure attentatoire aux libertés et qui a des conséquences sur les libertés publiques et les libertés individuelles. Et c'est parce que les conséquences sont lourdes sur notre vie. Contrairement à lui, Maître Papsen fait appel à l'article 77 de la Constitution pour justifier le projet de loi d'habilitation. Donc de ce point de vue, on ne peut pas parler d'illégalité. Parce que c'est la Constitution qui prévoit, comme je l'ai dit en son acte 77, la possibilité de donner au président de la République, par une habilitation,
des pleins pouvoirs pour pouvoir prendre un certain nombre de mesures par ordonnance. Ça, c'est la loi constitutionnelle qui le dit. Maintenant, la loi constitutionnelle stipule que cette loi d'habilitation doit être circonscrite dans le temps. De tout faire pour prendre des mesures qui concilient cette riposte et le respect des libertés individuelles. Si Maître Tine dit clairement en période de crise, on ne change pas les règles, son homologue Maître Seng estime que la seconde vague du coronavirus oblige. Il y a une interdiction de modifier la Constitution en période d'exception. Pourquoi la Constitution a prévu cela? C'était pour éviter ce que souhaite aujourd'hui Macky Sall, c'est-à-dire qu'on lui donne les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'en période de crise, quelle que soit l'envergure de la crise, le Parlement des amis dessaisi, il doit continuer à exercer son contrôle. Donc c'est la seconde vague aujourd'hui qui explique peut-être le choix d'aller vers une nouvelle loi d'habilitation donc dans notre pays, comme je l'ai dit, pour faire face aux besoins d'ordre économique, aux besoins d'ordre sanitaire, social, mais également aux besoins d'ordre budgétaire, parce qu'il s'agit un peu de renforcer la riposte contre la pandémie de la Covid-19. Mais jusqu'à présent, le projet de loi d'habilitation reste introuvable. Selon nos interlocuteurs, le contenu n'est pas bien défini. Merci Pape Farah. Toute autre chose à présent, plus d'inspecteurs de l'éducation pour assurer la performance des enseignants. L'Union syndicale pour une éducation de qualité se réjouit de l'idée du chef de l'État Macky Sall. L'USEC estime aussi que tous les acteurs de l'éducation sont interpellés par la baisse du niveau des élèves. Amadou Diaoun est le coordinateur de l'USEC avec Daniel Diouf et Ababakar Kamara. L'USEC salue les recommandations fortes du chef de l'État. Notamment, il a fait une recommandation très forte, celle qui consiste à étoffer, c'est lui-même qui l'a dit, à étoffer substantiellement le corps de contrôle, c'est-à-dire les inspecteurs de l'enseignement, de l'éducation. La baisse de niveau, c'est une réalité. C'est une réalité attestée scientifiquement. C'est-à-dire que cette étude vient confirmer encore qu'il y a vraiment une baisse inquiétante du niveau des élèves. Tous les acteurs sont interpellés par ces résultats-là, des élèves. Mais, en premier lieu, c'est d'abord l'État et la gouvernance scolaire. Parce que beaucoup de choses dépendent de ça. Beaucoup de choses, pour les résultats, la transformation des moyens en résultats, ça dépend des moyens d'abord, la quantité de moyens, et ça dépend des méthodes qui sont mises en place, des procédures qui sont mises en place pour transformer ces moyens en résultats. Donc c'est pourquoi la gouvernance de l'État est importante dans cela. L'actualité de ce mardi, c'est aussi cette saisie de 105 kg de chanvre indien. Selon la division communication de la gendarmerie nationale, le dispositif anti-agression déployé aux abords de la forêt de Mbao vers Kermassar a permis, entre autres, la saisie de 105 kg de chanvre indien. D'après la même source, l'escadron de surveillance et d'intervention de Diamniadio vient chaque jour en appui à la brigade de Kermassar pour renforcer la sécurité dans la zone. Et puis, Ibrahima Khalil Sen a été inhumé ce mardi à Touba, au cimetière de Bakhia. Le confrère a longtemps été, vous le savez, le correspondant de la radio RFM à Louga. Là-bas, les confrères retiennent de lui un homme courtois, travailleur et attaché à sa famille, suivant les propos des confrères de Louga avec Tierno Fall. Juste, nous nous s'inclinons pieusement devant la mémoire de notre confrère et regretté Ibrahima Khalil Sen. Nous souhaitons que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. C'est lié aussi de rappeler que ce que nous retenons de l'homme, que Ibrahima Khalil Sen était un homme très attaché à sa famille. Il aimait sa famille, surtout sa fille. Il aimait également la ville de Louga. Même avec Terra Dakar, il revenait constamment à Louga. Donc il n'a jamais coupé les ponts avec la ville de Louga. Ibrahima Khalil Sen était l'un des journalistes qui m'ont accueilli à Louga lorsque j'étais affecté. Et quelqu'un de bien et de très réservé. Je retiens de lui
l'une de ses qualités, c'est sa disponibilité, mais également c'était quelqu'un de très réservé. Donc que la terre lui soit légère et nous prions pour qu'il repose en paix. C'est une grosse perte pour la presse, c'est une grosse perte pour moi-même, parce qu'Ibrahim Khalil Sène était mon ami. Quand il venait à Louga, je l'ai accueilli. 3 mois après, je fus affecté à Kaolack. 6 ans après, je suis revenu à Louga, je l'ai trouvé. Et en dehors du terrain que nous partageons tous les jours, on vivait des moments d'intimité. Et c'était un individu très réservé, très calme, jovial, toujours souriant. Il aimait sa famille, il aimait ses enfants. À chaque fois quand on revenait de voyage, ce qu'il faisait d'abord, c'est descendre quelque part, acheter des cadeaux pour sa famille. Il aimait également son travail. Donc c'est un individu de grande dimension que tout le monde a perdu. Et nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis céleste. Et puis en sport, les lutteurs se mobilisent pour reprendre les combats. La saison 2020-2021 de la NBA qui débute cette nuit. Et puis Teungueth FC fait match nul blanc face au Raja de Casablanca en Ligue africaine des champions manche. Allez, le round-up de l'Actu Sport avec Cheikh Sadibou Diarra. Le football pour démarrer. Teungueth FC est tenu en échec par le Raja de Casablanca. Un nul blanc au stade Lat Dior de Thiès dans une rencontre hachée et pauvre techniquement. Teungueth FC manque ainsi de prendre une bonne option dans ce match qui compte pour la marche allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le retour est prévu dans 15 jours à Casablanca. Autre compétition, autre club sénégalais. Le Jaraaf représentant du Sénégal en Coupe CAF reçoit également pour la marche allée du deuxième tour préliminaire ce mercredi. À Thiès, face à San Pedro de la Côte d'Ivoire, les Verts et Blancs vont tout faire pour gagner, annonce leur entraîneur Malik Daf. Pour ce dernier, Jaraaf a beaucoup d'ambition. L'équipe est parée pour faire mal à n'importe quel adversaire si elle garde les pieds sur terre. En lutte, Boy Niang lance un appel à l'État. Le sociétaire de l'école de lutte de Gaulle demande une réouverture des arènes et la reprise des activités pour les lutteurs. Pour lui, le monde de la lutte sénégalaise est dans une période difficile, près de 10 mois sans travailler. Boy Niang est accompagné dans ce combat par de nombreux lutteurs comme Eumeu Sène, Siteu, Papa Sow, Baye Mandione. Ensemble, ils réclament au Comité national de gestion de la lutte un protocole sanitaire qui va leur permettre de reprendre le travail. Du basketball pour terminer avec la reprise de la NBA, le championnat nord-américain, dans cette nuit de mardi à mercredi. Un démarrage 2 mois seulement après le sacre des Los Angeles Lakers. Une saison 2020-2021 avec un calendrier raccourci de 72 matchs au lieu de 82 et un protocole sanitaire strict. Gorgui Sy Dieng des Grizzlies de Memphis et Georges Niang des Jazz d'Utah sont les seuls Sénégalais dans cette ligue. Les Lakers qui se sont renforcés partent favoris pour leur propre succession. Les Clippers, leurs voisins, les Nets du duo Durant-Irving, les Bucks du double MVP Antetokounmpo se placent également comme des prétendants au titre. Nets Warriors des revenants Kevin Durant et Stephen Curry, qui avaient manqué toute la saison dernière, en plus du derby de Los Angeles, Lakers Clippers, sont les affiches qui vont marquer le coup d'envoi. Merci, cher Sadibou. Venons-en à la page rétrospective 2020. Place à la rétro-société ce mardi. La recrudescence de l'immigration clandestine et son lot de morts reste l'événement qui a marqué les esprits cette année. Mamadou Moustapha Ndiaye. La Covid-19 qui a fait éruption au Sénégal au mois de mars 2020 a causé une crise économique qui a touché tous les secteurs, obligeant les jeunes à emprunter des pirogues pour regagner les pays européens. Malgré les dangers que représente cette traversée, de plus en plus de candidats tentent de partir dans le but d'échapper à cette crise économique. Mais bonjour les dégâts. Le Sénégal a enregistré 480 morts en une semaine. D'autres même parlent de 500. Des chiffres qui font froid dans le dos et ont donné des sueurs froides jusqu'au plus haut sommet de la République. Les autorités ont beau contester les chiffres et la demande d'une large partie de la population de marquer un deuil national est restée lettre morte. Parmi les nombreux hommages aux victimes, celui fait au petit Doudou a ému l'opinion. Il avait été embarqué par son père. Doudou, âgé de 14 ans, rêvait de rejoindre l'Europe afin de devenir footballeur professionnel. Malade, il n'est pas arrivé au bout d'un voyage que son père avait secrètement organisé sans avertir la mère du garçon en payant 250 000 francs à un passeur. Cela l'a conduit à être arrêté
arrêté et jugé à Hambourg pour homicide involontaire et complicité de trafic de migrants. Il a écopé d'une peine de 2 mois d'emprisonnement, dont 1 mois ferme. 2020 a été aussi marqué par la disparition de 25 jeunes de Mengen dans le département de Kébémer. Des jeunes qui ont tenté le voyage irrégulier et depuis aucune nouvelle d'eux. Une journée de prière a été organisée pour eux dans le village le samedi 7 novembre 2020. Après un autre naufrage qui a fait 10 morts entre le 5 et le 25 octobre, la marine sénégalaise, appuyée par la garde civile espagnole, a intercepté 5 pirogues en partance pour l'Europe, secourant 388 personnes, selon le gouvernement du Sénégal. Les opérations Merci Mustapha. D'autres événements comme l'affaire Ndengler, les déguerpis de Ouakam Terme Sud ont rythmé également 2020. Habib Faye. N'a pas du tout été facile pour les députés Mamdiara Fam, Mamadou Diop Decroix, Abdoulaziz Diop Morkan et certains de leurs militants qui ont connu des frayeurs en Ndengler. Après la marche des populations de Djila, ces parlementaires étaient venus s'enquérir de la situation qui prévaut dans ce village, mais aussi évaluer le problème foncier qui alimentait les débats et qui opposait Babacar Ngom au village de Djila et de Ndengler. Mais une surprise les attendait sur place car l'un des gardiens du domaine de l'assédiment les attendait de pied ferme. Il leur a intimé l'ordre de rebrousser chemin alors qu'ils se sont présentés avec leur carte professionnelle. Contrairement à ce qui a été relaté, l'État du Sénégal n'a pas restitué les terres aux paysans de Ndengler. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Ali Ngouille Ndiaye, a tenu à apporter des précisions. Il cite: sur une partie de l'assiette foncière, nous avons retenu de demander aux populations, compte tenu de l'état d'avancement de l'hivernage qui a déjà connu quelques jours sur l'ensemble du pays, d'aller reprendre leurs activités champêtres dans les champs qu'ils occupaient par le passé. Cette proposition a eu aussi été faite à Babacar Ngom qui l'a accepté. Fin de citation. Autrement, il n'est pas question de restituer aux paysans leurs terres, mais de leur permettre d'aller en cultiver une partie pour cet hivernage. À Terme Sud, Ouakam, dans la capitale sénégalaise, une vive tension a éclaté. L'armée est passée à l'acte en faisant déloger les occupants d'une partie du titre foncier numéro 1143 NGA qui ont opposé une vive résistance. La direction des relations publiques des armées d'IRPA expliquait pour se justifier que, par arrêté numéro 48 du 26 décembre 2019, la Cour suprême a confirmé la pleine propriété de la Comico sur l'extrait du titre foncier numéro 1143 NGA 6 à Ouakam Terme Sud qu'elle a acquis à titre onéreux auprès de l'État du Sénégal. Elle a aussi débouté le collectif formé par les occupants de ce site, d'anciens militaires à qui les logements par nécessité de service avaient été attribués à Terme Sud et qui n'ont pas voulu les libérer une fois partis à la retraite. Dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Terme Sud, l'armée a décidé de rompre avec l'un de ses principes sacro-saints pour livrer sa part de vérité. C'est au cours d'une rencontre avec la presse lundi 5 octobre que la Grande Muette a décidé de mettre un terme à son long silence sur ce dossier. 79 familles qui étaient logées à la cité Terme Sud à Ouakam, rue dans les brancards pour avoir été délogées par l'armée. Ce, après une décision définitive de justice favorable à la Comico qui a acheté le site depuis 2008, ce que le colonel Matar Diop, chef de la division de l'information et des relations publiques de l'armée, a rappelé d'emblée lors de son face-à-face avec les journalistes au camp Dial Diop. Dans son explication, il précise que l'opération de déguerpissement n'a pas concerné les militaires en activité. Il y a 10 militaires en activité qui résident encore sur ce site. C'est leur droit le plus absolu parce que le militaire doit être logé, clarifie le directeur de la DIRPA. À l'en croire, sur les 79 familles, 69 ont été sommées de quitter les maisons qu'ils occupaient depuis des années. Le colonel Diop d'ajouter que parmi les 79 familles, 26 disposent de logements dans les programmes de la Comico. Même à Terme Sud, ajoute-t-il, il y a 3 familles parmi les 79 qui disposent
disposent de logements de la Comico, mais qui s'agrippent au domaine militaire. Le centre de redressement de Serigne Modou Kara, mais c'est dans une affaire autrement plus sérieuse que Modou Kara Mbacké a récemment été impliqué. Une affaire qui a commencé par un simple vol de scooter. En remontant la piste de l'engin, les enquêteurs de la section de recherche auraient découvert à Ouakam l'un de ces daras de redressement. Séquestration et sévices corporels, 3 autres centres ont été repérés par la gendarmerie entre le 26 et le 28 novembre dans la banlieue de Dakar, à Guédiawaye et à Malika et dans la capitale Zone B. Les 353 jeunes regroupés dans ces établissements auraient été victimes d'actes de séquestration, de maltraitance, voire même de torture, relate la gendarmerie. Merci Habib et venons-en à la rétro-éducation. L'éducation nationale a été chamboulée également en 2020. La pandémie Covid-19 a été une catastrophe éducative. L'école et la formation professionnelle ont subi un chamboulement sans précédent. Maïmouna Ndiaye. 2020, une année particulièrement marquée par la pandémie de la Covid-19. Après l'apparition du premier cas, le 2 mars 2020, le virus s'est vite propagé, touchant les 14 régions du pays. La tranche d'âge la plus affectée est comprise entre 20 et 39 ans, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une pandémie qui, sans conteste, a eu un grand impact sur le quotidien des Sénégalais. Le soir du 23 mars, alors que le Sénégal comptait 71 malades sous traitement, le président de la République Macky Sall s'adresse à la nation. Un discours très attendu. Un fonds de riposte et de solidarité est mis sur pied. Force Covid-19 est doté d'un budget de 1000 milliards. L'État du Sénégal sera suivi par des initiatives de bonne volonté à travers un élan de solidarité pour combattre le virus. Macky Sall annonce des mesures fortes, notamment un état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans les transports interurbains, le nombre de passagers est limité. Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics. Quant au transport des voyageurs de région à région, il est tout simplement interdit. Les transports maritimes et aériens sont suspendus. Les rassemblements publics sont prohibés. Les écoles et universités suspendent les enseignements. L'enrôlement des candidats pour le Hajj, le Dakar de Médina Gounass, l'appel des Layènes, la ziara générale de Tivaouane sont annulés. Les cours et tribunaux sont à l'arrêt. Les prisons ferment leurs portes au monde extérieur. L'heure est à la guerre contre le coronavirus. Mais ces restrictions n'ont pas manqué d'étouffer l'économie et les populations qui ont fini par manifester leur mécontentement dans plusieurs villes du Sénégal. Le gouvernement réagit et décide de lever le couvre-feu et l'état d'urgence. Il faut apprendre à vivre avec le virus, déclare le chef de l'État. Une enveloppe est dégagée pour renforcer l'aide alimentaire d'urgence aux populations vulnérables. Des opérations de distribution destinées à 1 million de ménages sont menées. Au départ, l'initiative était saluée. Mais au cours de la répartition des kits, des bénéficiaires critiquent les retards notés et le manque de transparence. À côté de cela, des dizaines de dépouilles sont bloquées en Europe et aux États-Unis. Les proches des Sénégalais morts de la pandémie coronavirus se retrouvent dans un collectif pour réclamer le rapatriement des corps. C'était au mois d'avril 2020. Le chef de l'État décide de revenir sur cette décision en fin septembre. Ouf de soulagement pour les familles éplorées. Autre annonce, la reprise des enseignements pour les classes d'examen le 2 juin. Une première tentative qui échoue la veille pour cause d'infection à la Covid-19 de membres du corps enseignant. Une reprise partielle qui a chamboulé les calendriers des examens. Au niveau des universités, la reprise est prévue le 1er septembre 2020. Le CS dénonce un non-respect de certains engagements pris par le gouvernement. Le syndicat exigeait des mesures d'accompagnement pour une bonne reprise, des infrastructures pour l'accueil dans les universités publiques des bacheliers de 2019 et 2020. Les enseignants du supérieur déposent un préavis de grève et prennent l'État pour responsable. Le coronavirus a rendu 2020 difficile. Souhaitons que 2021 soit une année meilleure.
Espérons, Maimouna. Merci beaucoup, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Pape Djibril. Il me semble que vous recevez M. Diène Diop, c'est ça? Tout à fait.